Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, amis fidèles de www.dn247.net. dn247.net, c'est votre site d'internet pour les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7, Diaspora Network 24/7. Cette chaîne, comme nous le disions à chaque introduction de nos émissions, nous l'avons conçue dans le but de permettre au peuple de la diaspora de s'exprimer sur les enjeux et les sujets qui les concernent. Leur vie sociale, leur vie culturelle, leur vie d'employabilité économique, familiale, et ainsi de suite. Alors à travers cette chaîne, nous invitons justement tout le peuple de la diaspora, y compris vous qui nous suivez ici. Si vous avez un sujet à cœur que vous pensez, vous pouvez partager avec les autres membres de la diaspora, y compris de votre pays ou d'ailleurs, eh bien, contactez-nous, nous nous ferons le plaisir de le faire. Pour aujourd'hui, j'ai un grand privilège de recevoir un grand homme de la diaspora congolaise à Toronto. Il est un homme d'affaires qui a excellé dans son domaine, petite et moyenne entreprise. Il s'introduira tout à l'heure et nous discuterons d'un certain nombre de choses, dont l'épanouissement des hommes d'affaires dans ces pays, les difficultés qu'ils rencontrent, le côté positif, côté négatif, et qu'est-ce qui font que les entreprises congolaises à Toronto rencontrent beaucoup de difficultés. Je reçois donc avec beaucoup d'honneur M. Emery Mbikaï, que je salue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, donc ça me fait un grand plaisir de vous avoir sur mon podium. Quand nous avons lancé justement l'idée de la télévision, beaucoup de nos compatriotes ont dit, voilà, écoutez, nous aimerions que pour le début de vos émissions, vous puissiez avoir les notables de notre communauté, y compris les personnes qui ont eu justement ce courage de lancer une entreprise. Peut-être vous pouvez vous introduire brièvement auprès de nos auditeurs, et puis nous rentrerons dans les sujets de ce jour. Oui, c'est comme vous l'avez dit, je me nomme Emery Mbikaï. Oui. Je suis le président de la Congolaise ici à Toronto. C'est une entreprise que nous avons créée depuis 1997 et qui continue à exister jusqu'aujourd'hui à Montréal, ici à Toronto, sur une autre forme. Ici à Toronto, sur une autre forme. Justement, ouais. Ben, soyez le bienvenu. Monsieur Emery, vous savez... je suppose que peut-être pas, mais nous avons eu la chance, les réseaux de la diaspora ont eu la chance de parcourir à travers la ville et nous avons rencontré des hommes d'affaires qui ont connu beaucoup de succès ici à Toronto et beaucoup d'entre eux aujourd'hui n'opèrent plus. Et bien entendu, ma curiosité la plus évidente était de connaître les raisons qui justifient qu'ils ne pouvaient plus opérer. Alors, à travers leurs réponses, j'ai eu beaucoup d'éléments qui tentent à se diriger vers une même conclusion. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, vos réponses iront dans le sens des conclusions qui sont venues des autres entrevues, mais si tels sont les cas, alors à ce moment-là, je proposerai une table ronde pour que nous puissions définitivement discuter de ces propos. Pouvez-vous décrire brièvement la Congolaise et dire à nos auditeurs qu'est-ce que c'est la Congolaise et qu'est-ce qu'elle vend comme service et produit? Oui, la Congolaise, c'est un magasin, une entreprise qui a une spécialité en distribution, premièrement, de produits congolais et africains. Okay. Là, lorsque nous l'avions créé, nous avons focalisé sur notre communauté, premièrement. Bien sûr. Apporter le Congo ici au Canada et remettre au peuple congolais les produits qu'ils en avaient besoin, qui posaient des problèmes pour l'importation au pays. Quels sont ces produits-là? C'est les produits musicaux, de la musique de chez nous, c'est les cosmétiques, parce que nous avons un type de cosmétique tout à fait particulier, tout à fait. Et aussi, surtout aussi, l'alimentation. Alors, ce sont ces trois produits-là qui font la base de la Congolaise jusqu'aujourd'hui. Et vous avez dit que vous avez deux représentations, une à Toronto et l'autre à Montréal. Nous sommes à Montréal, sur la rue Blairy. Okay. Et à Toronto, nous avons fermé la distribution au détail. Okay. Et nous avons conservé seulement la distribution en gros. Ça, c'est pour des raisons que je vais vous expliquer sur le podium, qui ont fait que nous puissions fermer la distribution en détail à Toronto, rester opérationnel seulement dans le groupe. Mais M. Berry, ça me fait réfléchir directement à votre commentaire, parce que 97 à 2012, on parle pratiquement d'une période de 13 ans. Alors, 13 ans. Il y a une période de 13 ans, et en 13 ans, je présume que vous devez normalement être établi sur une surface beaucoup plus grande, donc il y a quand même de nombre de Congolais qui vivent dans la ville. Bien sûr, 13 ans c'est beaucoup.
À comprendre 13 ans c'est beaucoup, mais s'il faut analyser les difficultés que nous avions traversées, que nous continuons à traverser jusqu'à présent, alors c'est là où vous comprendrez que on ne pouvait pas avancer ou être ce que beaucoup de gens souhaitaient qu'on le soit. Et ce sont ces difficultés que nous puissions le détailler sur, moi je peux les détailler sur 3 points. Okay. Nous avons premièrement les 2 points majeurs. Premièrement, c'est le manque de soutien de la communauté. Et deuxièmement, ce qui est encore plus catastrophique, ce sont les forces maléfiques au sein de notre communauté. Forces maléfiques? Bien sûr. Des forces maléfiques au sein de notre communauté. Ça constitue un barrage énorme pour le progrès d'une entreprise. Ça constitue un barrage énorme pour le succès d'une compagnie que nous avons créée avec but de servir la communauté. J'aimerais comprendre. Moi, je sais normalement, quand on crée une entreprise, on a des produits de qualité pour lesquels les ayants droit, c'est-à-dire les personnes auxquelles ce produit sont destinés, viennent s'approvisionner, ainsi de suite. Mais quand vous dites que vous avez connu un blocage sur le plan spirituel, si je peux le dire ainsi, oui. Qu'est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus? Parce que là, c'est quand même assez... C'est-à-dire que quand nous avions créé la Congolaise, la première des choses, on a fait une étude du marché. Bien sûr. On a focalisé notre clientèle qui était le peuple congolais, donc le peuple congolais et aussi autres Africains. Et deuxièmement, nous avons trouvé les produits dont ils en avaient besoin. Et troisièmement, il fallait trouver où avoir ce produit-là. Nous avons signé des contrats avec des grandes maisons de distribution de musique. Vous vous rappelez à l'époque de conflit Wera, JB. Et nous étions avec tous ces producteurs-là, comme les Sonas, les Sony, tous ces producteurs à Paris. Nous sommes allés jusqu'à Kinshasa. Nous avons signé des contrats avec la parfumerie Gadour pour importer les produits de là. Nous sommes allés jusqu'en Côte d'Ivoire où nous avons signé des contrats avec des grandes compagnies de production cosmétique pour importer des produits cosmétiques. Tout ça, c'était pour satisfaire la clientèle congolaise en particulier et surtout aussi la clientèle africaine. Mais durant notre marche, c'est là où nous avons trouvé des problèmes. Nous avons compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On a essayé un peu de faire le nécessaire qu'il fallait faire, fermer les yeux à d'autres points, mais ça ne marchait pas. C'est quoi? C'est le manque de soutien de la communauté congolaise. C'était une communauté qui n'a pas soutenu l'entreprise comme il fallait. Et de deux, il y a donc un combat spirituel que j'appelle les forces maléfiques au sein de la compagnie. Ça, c'est la communauté. Au sein de la communauté, bien sûr, excusez-moi. Alors ça, ce sont des choses qui nous ont vraiment perturbés. Les soutiens, premièrement, de la communauté congolaise. Qu'est-ce que la communauté congolaise n'a pas fait pour détruire la compagnie? Manque d'amour, manque de soutien. Un Congolais n'achète pas chez le Congolais, mais un Congolais n'achète qu'ailleurs. Même les produits dont nous-mêmes nous distribuons, ils préfèrent aller acheter ces produits ailleurs plus cher que d'acheter chez nous où ça coûte moins cher. En tout cas, je mets vraiment les point par point dans les propos que vous êtes en train de dire. Je retiens ici 3 éléments. Vous êtes en train de dire que, de 1, les Congolais ne supportent pas, c'est-à-dire ils ne consomment pas dans les entreprises de Congolais, du moins dans votre entreprise, ils ne venaient pas. De 2, le produit que vous vendiez, c'était le produit qui les intéressait et vous les vendiez en moins cher. Et de 3, ils préféraient aller acheter ça ailleurs. En dépit de ces 3 éléments, ils venaient par la suite vous combattre spirituellement pour que la Congolaise ne fonctionne pas. Est-ce une bonne compréhension de la chose? Justement, vous avez bien compris. Je vais un peu clarifier cela. Parce qu'on vous avait dit au début de l'émission que nous sommes là pour clarifier les choses. Tout à fait, l'émission s'appelle Vérité, enfin, si nous disions tout, Vérité sans tabou. Nous distribuons des produits cosmétiques. Nous sommes les moins chers de tous les magasins, y compris les Chinois. Les produits que vous trouvez chez nous à $10, ailleurs on les vend à $15 plus taxes. La Congolaise n'a jamais chargé aux Congolais les taxes. Ça c'est un. Mais ce qui arrive, c'est quoi? Ce n'est pas tous les Congolais. Il y a une particularité des Congolais qui ont fait de leur mieux pour soutenir. Mais la majorité, à 80%, ils n'ont pas joué leur rôle
pour soutenir la compagnie. Alors, c'est-à-dire quoi? Moi, ça me fait très mal. Je vais vous donner un exemple. On habite au Region Park. Il y a une famille de Congolais qui habite à 200 mètres de la Congolaise. Du magasin. Cette famille doit quitter sa maison, c'est la dame là, elle va quitter sa place pour aller à 1 kilomètre dans les magasins d'un Ghanéen et acheter les produits Clarissime HT26 et HT26. Le produit HT26, nous avons la licence de ce produit-là. C'est nous qui distribuons dans des grands magasins ici, des Ghanéens et les autres, le produit HT26. Vous arrivez à Paris, vous demandez distributeur HT26 au Canada, c'est la Congolaise. J'arrive, sans coïncider, j'arrive dans les magasins du Ghanéen pour lui fournir la commande qu'il m'avait commandée. J'amène devant lui 5 cartons et je trouve la dame congolaise devant moi avec tous les produits dans ses bras. Et là, c'est le Ghanéen qui va me dire, oh, your sister's here. Your sister's here. Your sister's here. J'ai dit, oui, j'ai secoué seulement la tête. Et quand la maman tourne, elle me voit. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Oh, la congolaise, j'ai dit, maman, yango yo, ngamoto nazo fournir. Et là, elle achète à $18 plus taxes, mais à la congolaise, on les vend à $12 sans taxes. Et quand elle sort, c'est pour dire que les produits à la congolaise, il y a faux, il y a moyen. En plus de ça. En plus de ça. Mais c'est les mêmes produits qu'elle achète ailleurs. C'est la congolaise qui fournit là-bas. Mais tout ça, c'est quoi? C'est manque de support, manque d'appui. Nous avons remarqué ce genre de choses à plusieurs reprises. Les amis, je pense que je dois faire un récapitulatif. Ici au Canada, pour les amis qui nous suivent ailleurs, la communauté congolaise compte à peu près, sur base des statistiques à notre disposition, un nombre de 15 000 foyers. Quand on parle de Toronto, Toronto c'est une grande agglomération avec des banlieues. Donc les Congolais habitent dans la grande région de Toronto, dans la région de Durham qui est à l'est, dans la région de York qui est au nord et dans la région de Peel ou Alton qui est à l'ouest. Généralement, toutes ces villes banlieues sont approximativement 30-35 minutes, 40 minutes de Toronto. Ce qui sous-entend que, logiquement, un Congolais qui ouvrait une entreprise de produits, qui vend des produits cosmétiques pour les Congolais ou les denrées alimentaires, devrait avoir comme clientèle un chiffre ou un nombre qui s'estime à plus de 15 000 foyers. Mais au contraire, c'est que je semble comprendre ici, mon invité, non seulement le Congolais ne consomme pas chez lui, mais le Congolais le combattent. Tout à l'heure, M. Emery, nous discutions et vous aviez parlé... Je vais ajouter un point là. Vous l'ajoutez un point, ok. Vous avez donné la statistique de la population congolaise sur les GTA ou la grande région de Toronto. Prenons un produit comme le pondou. Le pondou là, c'est un aliment commun pour chaque Congolais. Je ne connais pas un Congolais qui me dirait qu'il ne mange pas de pondou. Feuilles de manioc, tout à fait. Des feuilles de manioc. Je ne reconnais pas un Congolais qui me dira pas qu'il mange le foufou. Vous voyez. Mais vous savez où ils achètent le pondou? Chez les Indiens. Chez les Philippines à côté ici. Et pourtant on vendait le pondou là-bas. À la congolaise. Et vous avez les quantités requises? Nous avons les quantités requises. Nous les importions régulièrement. Mais ils préfèrent aller acheter le pondou chez les Philippinos. Un produit comme le chikwang. Pourriez-vous imaginer que les Indiens, les Chinois vous vendent aux Congolais le chikwang? Ça c'est honteux. Un produit qu'ils ne connaissent même pas. Ils n'en mangent même pas. Oui. C'est honteux. Donc c'est pour vous montrer que nous avons gravé, nous sommes sortis de champions de honte. Vous voyez, avoir ce que nos compatriotes, moi ça me fait vraiment honte d'aller acheter le pondou chez un Chinois. Pourtant, quand vous allez dans les Chinatown ou bien dans les magasins contrôlés par les Indiens, mais justement, le consommateur, le premier client, je n'ai jamais vu un Chinois à la congolaise. Vous n'en verrez même pas un Chinois qui entre dans les magasins des Congolais. Vous ne verrez pas d'autres communautés, surtout mexicaines ou latinos, qui entrent dans les magasins des Congolais. Qu'est-ce qu'ils viendront acheter là-bas? Il n'y a absolument rien qui les concerne. Mais c'est les Congolais.
qui sont en train de faire grossir les autres. Moi, je vous donne encore un autre exemple. Je connais un Nigérien. Moi, je commence en 97. Le Nigérien a commencé en 2002. Ok. Il venait acheter des petits produits chez moi et il allait vendre chez lui. Et aujourd'hui, ces Nigériens, ils vous importent des conteneurs et des conteneurs de choses. Qui vont acheter là-bas? C'est les Congolais. Vous voyez? C'est les Congolais. Donc c'est ça le grand problème dans notre communauté. Nous n'avons pas ce soutien. Donc, monsieur, j'aimerais comprendre. Généralement, je sais souvent que lorsque quelqu'un se résigne à consommer un produit ou un service chez quelqu'un, c'est qu'il reproche quelque chose. Soit on ne trouve pas les produits disponibles, ou les produits ne sont pas de bonne qualité, ou il peut y avoir d'autres éléments qui sont que les heures d'ouverture ne sont pas convenables, et ainsi de suite. Est-ce que vous tombiez dans une de ces catégories? La Congolaise, c'est une entreprise bien organisée. Vous voyez. Nous respections nos heures d'ouverture, nous respections et nous respectons encore notre flot d'importation. Nous pouvons être en retard, bien sûr, d'un produit, peut-être pour quelques jours seulement, si aussi que notre distributeur n'en a pas. Ou encore, ça peut être les problèmes de douane, et qu'on n'est pas arrivé à les dédouaner comme il fallait. À temps, oui, les retards peuvent arriver. C'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel, c'est tout à fait particulier, ça. Mais en majorité, nous sommes une entreprise qui respecte les normes établies. Parce que notre objectif que nous nous sommes donné depuis le début, c'était de rendre service à la communauté congolaise. Et nous avons toujours dit que un Congolais à la Congolaise et la Congolaise chez les Congolais. Tout à fait. Vous voyez. Et nous n'avons pas marché contre cet objectif-là. Donc, je ne vois pas pourquoi ils peuvent dire peut-être que ils sont arrivés, les magasins étaient fermés, on ouvre à 10h, on ferme à 21h. L'heure de fermeture d'ailleurs n'est pas connue. Peut-être on peut continuer jusqu'à minuit. Parce que je sais même à l'époque, vous avez beaucoup de gens qui venaient se faire coiffer chez notre confrère qui était là, qui faisait la semaine. Mais justement, il y a aussi les problèmes d'accueil. Nous avons un très bon service d'accueil, nous avons toujours été bien avec tout le monde. Nous essayons de mettre notre clientèle à l'aise. Mais encore un autre problème. Quand vous êtes gentil avec les gens, ils vous trouvent encore anormal. Vous saluez une femme, bien quand elle sort, des choses comme ça. Ou c'est l'homme qui va dire, oh, yé alingarabasi yabato. Mais je tout simplement saluer, je fais des customer service. Je dois accueillir la clientèle comme il faut. Tout à fait. Alors ce sont des choses, des petites choses là. Tout ça c'est quoi? L'idée qui est derrière, c'est juste pour casser le progrès de l'entreprise. Mais il y a un élément, naturellement, quand vous refusez de consommer, vous découragez les gens à ne pas consommer, vous allez même acheter là où ça coûte plus cher, ça sous-entend naturellement que vous n'êtes pas pour le progrès. Mais il y a un élément... Je ne vous comprends pas. Parce que j'ai tellement beaucoup d'éléments là. J'aimerais qu'on parle. Les amis, cette émission s'appelle « Si nous nous disons tout ». Et à travers cette émission, nous parlons de nos réalités. Cette émission n'a pas pour but de pointer le doigt à qui que ce soit, mais nous aimerions, si nous avions des problèmes, dans la communauté, que nous puissions les soulever pour que nous y apportons, bien entendu, les solutions appropriées d'ailleurs. Alors ici, je parle avec mon frère et il répète un élément que beaucoup des autres personnes que j'ai interviewées m'ont dit, et ils ont été clairs et spécifiques. Ils ont dit, Aimé Kabouya, nous avons été confrontés à des personnes qui pratiquent la sorcellerie et ils utilisent leur magie contre nos entreprises pour que nous n'allons pas de l'avant. Est-ce que vous avez à un moment ou à un autre expérimenté cela? J'ai parlé des forces maléfiques. Mon frère, si je fermais la Congolaise, donc la Congolaise en détail, c'est parce qu'à un certain moment j'avais vu que c'était trop. Trop, c'est trop. Vous en avez eu marre? J'en ai eu marre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai voulu fermer les magasins de la vente au détail. Je suis resté avec la vente en gros parce que ça, je ne suis même pas en contact encore avec les Congolais. Je les vends à d'autres magasins en gros et je me limite jusque-là. La sorcellerie, oui, ça existe. Ici dans la ville de Toronto. Et bien sûr.
Ça existe en force et en puissance. Ça, c'est pas quelque chose que nous pouvons refuser. Moi, je suis un témoin oculaire. J'ai des preuves. C'est pas que je peux pas citer les noms des gens, mais ils savent que je vais citer ça. Moi, j'ai perdu ma fille, elle était morte à la Congolaise. Moi, j'ai trouvé à plusieurs reprises des fétiches devant la porte de la Congolaise. Déposés par nos compatriotes congolais. Mais bien sûr, quand vous venez, vous trouvez les massalas enveloppés dans ce qu'on appelle en Tchourouba, les tchoukoumboujis, les trucs là de maïs là. Et puis il y a des plumes aux alentours avec les œufs mis là devant la porte. Et puis lié avec un morceau de tissu, le tissu qui vient de la pagne d'une femme. Déposé devant la porte de la Congolaise. Des gens avec qui vous avez eu des antécédents ou des Congolais qui pratiquent justement cette sorcellerie. Non, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mon frère. Écoutez, chers amis, j'aimerais que vous soyez patients avec nous. Si cette émission requiert que nous fassions 2 émissions, je le ferai parce que je pense qu'il serait anormal que nous ne parlons pas de ces sujets. J'ai interviewé John Mapiche ainsi que Ino Kiala qui avait un magasin. Ils ont fait témoignage de la même chose. Je parle à beaucoup d'autres entrepreneurs qui, pour le moment, ont des réticences pour venir parler de leur propre expérience. Tous reviennent sur cet élément. Puisque mon invité de marque, comme je vous dis, je l'ai précisé tout à l'heure, est disposé à en parler, j'aimerais vraiment que nous prenions le temps d'entrer dans les détails pour que ces personnes qui pratiquent, qui mettent en œuvre ces pratiques au niveau de la communauté sachent que les Congolais ne se laisseront plus faire et ils sont définitivement déterminés à les contrer et à porter un changement dans la communauté. Je vous en prie, M. Mbekaï. Nous sommes en 2002. Parce qu'ils ne savaient pas que moi je priais. Et si moi je résistais jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je priais. C'est la prière qui était et qui est pour moi une force. Mais comme je ne fréquentais pas les églises de la communauté congolaise, ils croyaient que j'étais un païen endurci. Nous sommes en 2002. On revient de l'église avec ma fille qui avait 5 ans à l'époque. La fille descend en bas, dans les sous-sols, parce qu'il y avait un salon dans le sous-sol. Au bout de 3 minutes, ma fille commence à mourir. À mourir. Et bien sûr. Ma fille commence à mourir. C'est-à-dire elle perd connaissance. Elle commence à perdre connaissance. Les yeux se tournent. Le corps se rétrécit. Je tiens l'enfant. L'enfant n'est pas le même. Et à un certain moment, tout son corps devient froid. Sa mère a commencé à pleurer. Je n'étais pas seul. J'étais avec mon petit frère David. Je lui ai demandé qu'on m'appelle David parce que je connais sa foi spirituelle. C'est un chrétien aussi. On regarde l'enfant, l'enfant a perdu contrôle, a perdu connaissance. J'ai compris que c'était les forces maléfiques. Parce que ce jour-là, on n'était pas supposé ouvrir les magasins. Et que cet endroit-là, c'est l'endroit où chaque nuit, tous les sorciers de la communauté venaient faire leurs réunions dans la Congolaise, dans les magasins. Vous vous rendez compte? Je vais vous dire comment j'ai eu ça. J'ai connu ça. Je dois prendre l'enfant et je vais faire une prière. Ma prière était sur 2 mots seulement. J'ai dit, Satan, et avec tes anges, je sais que c'est vous qui opérez ça. Et je me suis tourné vers Dieu, je dis que toi, tu as dit tout genou fléchira. Les genoux de Satan vont fléchir tout de suite là. Là, vous êtes devant un enfant qui... J'ai pris l'enfant qui était tendu. Qui est mourante. Qui est déjà morte parce qu'elle ne respirait même plus. Et pendant ce temps, ma femme était au téléphone en train d'appeler le 911. L'ambulance. Le service d'urgence. Et les services qui ne venaient même pas. À Toronto, quand vous appelez l'ambulance, c'est 3 ou 5 minutes. Mais là, ça a duré plus de 30 minutes. Vous voyez. Je me retourne vers Dieu, je dis à mon Dieu que si tu es le faux Dieu, je vais enterrer cet enfant demain. Mais si tu es le véritable Dieu, que je prie,
Au nom de Jésus-Christ, Naomi, mets-toi debout. J'ai jeté l'enfant sur le canapé, l'enfant s'est mis debout. Vous comprenez? On a mis l'enfant après, on a pris l'enfant jusqu'à l'hôpital, l'ambulance n'est même pas venue. C'est de nous-mêmes. On a pris notre voiture jusqu'à l'hôpital. On a examiné l'enfant, on a fait tous les examens, on n'a trouvé rien. Le médecin me traitait même moi de fou ou d'avoir imaginé une histoire. Pour avoir vécu la mort de votre Parce que le médecin me disait, mais l'enfant se porte bien. Tout ce que vous nous dites, qu'est-ce que vous n'avez pas bu? Est-ce que vous ne vous imaginez pas? Je dis, mais ça s'est passé, comment on vous explique? Et je n'étais pas seul. Il y a une autre dame de la communauté qui est entrée. Maman, elle avait un salon de coiffure, Maman Adrienne. Elle était témoin. Elle est venue, elle a trouvé ma femme en train de pleurer. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est descendue en bas. Avec elle aussi, elle a participé dans la prière. Ça, ce sont des témoins que je cite. Monsieur Méry, vous comprenez, c'est vrai que j'ai eu jusque-là des témoignages que il y a des pratiques qui se font, mais là, vous me donnez là une expérience qui me donne froid au dos. Là. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu froid au dos, vous en aurez. Pas encore eu froid au dos, mais j'aimerais dire à nos auditeurs, chers amis, nos émissions durent généralement 25 minutes. Je pense que nous arrivons pratiquement à terme dès ce 25 minutes. Nous allons continuer donc avec la deuxième partie, bien entendu, de l'émission pour que nous puissions aller au bout. J'aimerais connaître les détails de ce qui s'est réellement passé. Je ne demanderai pas que l'on cite le nom, mais j'aimerais néanmoins dire à nos amis de la communauté congolaise ou ailleurs qui viennent pratiquer ces aventures dans la communauté que cette chaîne n'est pas là pour vous combattre, mais néanmoins mettra en lumière parce que les Congolais ont droit à l'épanouissement dans ces pays à tant que tel. Peut-être un mot pour conclure cette partie et puis on va entamer avec la deuxième partie. Bon, et moi pour conclure, il faut tout d'abord savoir que la première partie. Pour la première partie, en résumé, je voulais montrer comment nous manquons le support dans ce que nous faisons comme activité commerciale ici à Toronto. Par le manque de soutien et puis par le combat spirituel que nous rencontrons chaque jour qui nous vient de la communauté congolaise, de nos frères et de nos sœurs. C'est une difficulté qui empêche beaucoup de gens de progresser, d'avancer ou de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils comptent bien faire pour la communauté. Et si on peut dénoncer cela et qu'on peut arriver à réduire ces choses, nous sommes une forte communauté et nous pouvons bien progresser. Nous sommes une forte communauté et nous pouvons bien continuer. Restez à l'écoute, nous allons vous revenir avec notre deuxième partie de cette émission. À très bientôt.